Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai testé pour vous. Et ce soir, nous allons parler d'un roman de True Crime. J'en avais parlé il y a quelque temps déjà, mais pour mon anniversaire, mon cousin m'a offert le deuxième tome de Gardez l'œil ouvert de Victoria Charlton, ainsi que son roman coécrit avec Alexandre Soublière qui s'appelle Et tombent les têtes. Alors, j'ai testé une nouvelle façon d'approcher ce j'ai testé pour vous. Déjà dans un premier temps, puisqu'il s'agit d'un roman, donc avec une histoire, construction d'histoire, des personnages fictifs, c'est différent des vidéos que j'ai testées pour vous sur les livres Gardez l'œil ouvert. Mais surtout parce que c'est mon premier roman True Crime, je n'en ai jamais lu auparavant. Je suis une très très grande fan d'Agatha Christie et de ses séries policières, mais c'est complètement différent du True Crime. Alors, je vais vous lire le résumé sur la 4e de couverture et ensuite je vais vous expliquer comment j'ai écrit cette vidéo. Alors, une chasse au trésor macabre qui mène au cœur de la folie. Créatrice d'un populaire podcast de True Crime, Mackenzie Martin s'est donné pour mission de retrouver les têtes cachées des victimes de Robert Sinclair Peters, un tueur en série exécuté avant d'avoir livré tous ses secrets. En compagnie d'Asia, sa protectrice, et soutenue financièrement par Jonathan O'Connor, un richissime avocat de Montréal, dont l'épouse a été assassinée par celui que l'on surnomme le Robespierre de la Nouvelle-Angleterre. La jeune femme se rend au New Hampshire. De fausses pistes en indices, de bévues en revirement de situation. Elle prend de plus en plus de risques, mettant en danger sa vie et celle de son ami pour faire progresser l'enquête. Châtiment divin, décapitation, machination et démon intérieur. La jeune journaliste viendra-t-elle à bout de cette affaire sans perdre elle-même la tête? Voilà. Alors, je ne connais pas du tout Alexandre Soublière. J'ai fait quelques recherches et son premier roman, je crois, a reçu pas mal de prix. Donc c'est un écrivain confirmé. Mais si je me souviens bien, il travaille aussi en tant que journaliste. Enfin, c'était pas très clair les informations qu'il y avait sur lui malheureusement. Et bon, Victoria Charlton, on ne la présente plus, voilà. Alors, de prime abord, le résumé est plutôt sympa. Moi, j'avais beaucoup aimé le résumé. Je trouvais ça sympa qu'on ait une enquête, etc. Que ce soit du true
l'interview d'un tueur en série condamné à la peine de mort, qui est en fait le personnage, enfin le tueur en série principal de ce roman. Et le prologue se termine sur une phrase un peu énigmatique qui va justement donner envie à Mackenzie de prendre l'enquête en main et de la mener à bien. Donc le prologue honnêtement donne envie d'aller plus loin dans le roman, puisque c'est pas un prologue où on nous présente de base le personnage principal, il s'appelle Mackenzie, elle a tel âge, elle a les cheveux, non. On fait un petit bond en arrière et à partir du premier chapitre on revient au présent. Ça, j'ai trouvé ça vachement chouette. Autre chose que j'ai pas précisé, je ne saurais pas vous dire quelles parties ont été écrites par Victoria et quelles parties ont été écrites par Alexandre. C'est un travail à 4 mains, donc je ne sais pas comment ils se sont répartis le travail. En tout cas, on ne sent pas, vous avez de différence d'un chapitre à l'autre, d'une écriture à l'autre, c'est très smooth. Donc je sais pas si c'est important de le dire. Donc chapitre 20, on a l'introduction du personnage principal, Mackenzie, une femme blonde aux yeux verts, mi-française, mi-américaine, qui réside au Québec, en couple avec un chien. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas une description qui dure 4 pages de tous ses antécédents, de toute sa vie, de quand elle est née jusqu'à aujourd'hui. C'est des choses qui peuvent être assez redondantes. On apprendra quelques petites choses supplémentaires sur sa vie au cours du roman, mais vraiment c'est parsemé. On n'a pas, vous savez, des pages et des pages de description, donc ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. On a l'introduction du métier de Mackenzie, donc qui est influenceuse True Crime et qui a un podcast Too Good To Be True Crime qui a eu un succès. Donc on part sur le fait que c'est un podcast qui a beaucoup de succès et au moment où on prend l'histoire, elle va lancer la 2e saison de son podcast sur l'affaire des têtes. Et du coup on est vraiment au début de ok, on se prépare, il faut qu'on mène l'enquête, il faut qu'on fasse un podcast en direct en quelque sorte pour tenir en haleine les gens. Donc succès dans son emploi malgré un passage à vide. Elle travaille avec Asia, donc on nous présente brièvement Asia, la productrice / amie de Mackenzie. Rapprochement avec les événements du prologue, donc Mackenzie va enquêter pour retrouver les têtes des victimes de Robert. Voilà, on va l'appeler Robert Peters, quoi. Et là, c'est là où ça passe ou ça casse honnêtement, et je me suis forcée à pas refermer le livre. J'attendais avec vous. On nous balance presque tous les défauts d'un coup du personnage principal. C'est quelqu'un d'éparpillé qui ment à ses abonnés, obsédé par les réseaux sociaux, like / popularité, prend son boulot à la légère. Elle part littéralement en plein milieu d'une session d'enregistrement pour aller récupérer une robe. Elle est dans son monde et ne prête pas attention aux autres autour, perd du sens des limites, égocentrée, maladroite et surexcitée. Et ça, vraiment, ça arrive sur une dizaine de lignes. On se dit what? Je comprends pas. Et le chapitre se termine avec des actions beaucoup trop rapides. Elle est fiancée, puis 2 lignes plus tard, elle ne l'est plus. Voilà, incohérence. Elle rencontre dans un restaurant le mari d'une des victimes. Ils échangent de mots et elle obtient un rendez-vous avec lui alors que c'est supposé être un très célèbre avocat d'une des plus grosses firmes du Québec ou du Canada, ultra businessman, un vieux monsieur, il la connaît même pas. Elle échange de mots et pouf, elle a un rendez-vous avec lui, quoi. C'est quand je vous dis que c'est à ce moment-là où ça passe ou ça casse, c'est qu'il y a trop d'informations. On n'a pas le temps d'être mis dans l'histoire, on nous balance tous les défauts du personnage d'un coup, on nous balance elle rejoint son copain, son fiancé, pour dîner. 3 lignes après, elle est séparée parce qu'il l'a trompée et elle le coupe dans le repas pour aller voir un homme à une table, un vieux monsieur qui est supposé être le mari d'une des victimes. Elle échange de mots avec et voilà, elle a rendez-vous. Même l'associé en fait qui mange avec Jonathan
elle se prépare à partir à New York avec Asia. Mais quand je vous dis en quelques lignes, je ne rigole pas. Elle rentre dans le bureau, ils s'échangent deux, trois banalités. Il lui donne, je sais plus de combien, mais c'était une grosse somme d'argent, 1 million, une connerie du genre. Tiens, vas-y, prends mon argent, je te finance ton podcast, tes voyages pour que t'enquêtes, voilà. Là encore, bref, je vous ferai un résumé à la fin de ce que j'ai pensé de tout ça. Début d'introduction du meurtrier, quelques mots, puis plus rien. On reste sur notre fin. Et j'ai remarqué dans ce roman que je trouve qu'on parle pas beaucoup de Robert Peters. Je trouve que c'est pas assez approfondi. Petite interlude podcast, ça c'est un des points positifs, où on parle du cas Mario Connors. Alors interlude podcast, c'est-à-dire que vous avez le récit de l'histoire et en italique du coup d'un coup. En italique, on va avoir Mackenzie qui s'enregistre et qui parle des victimes et de l'avancement de l'enquête. Et je trouve cette coupure plutôt chouette, à vrai dire, parce que ça donne vraiment la sensation d'être dans un podcast. Ça aurait été incroyable qu'avec le livre, ils vendent un CD où vous avez un code barre où on peut aller sur une playlist Spotify privée et qu'on entende la voix de Victoria Charlton ou d'une actrice de doublage pour avoir, vous savez, l'écoute en même temps. Ça aurait été vraiment fou. Je sais pas si c'est quelque chose je sais pas s'ils y avaient pensé ou c'est quelque chose qu'ils approfondiront peut-être. Mais les interludes podcast sont sympas parce que c'est le seul moyen presque qu'on a d'en apprendre plus sur les victimes, sur leur décès et sur le tueur en série du coup Robert Sinclair Peters. Trajet en voiture jusqu'au New Hampshire. Action dangereuse de Mackenzie encore une fois. Téléphone au volant de nuit sous la pluie. Première interview foirée sans succès. Mais fin du chapitre sur un vieil homme ayant connu Peters. Elles vont être reconnues en quelque sorte par un jeune du village et elles vont l'interviewer, mais ça va rien donner. En fait, il voulait juste un moment de gloire. Ils font ça dans un diners et c'est un vieil homme qui rentre et moi j'ai des infos pour vous. Je me laisse là-dessus, on continue. Je vous ferai tout un résumé à la fin. Chapitre suivant, entretien avec le vieil homme qui a côtoyé Peter. Ils étaient ensemble au lycée. On apprend que c'était quelqu'un de calme et discret, mais il était victime d'harcèlement scolaire et s'était même fait battre une fois par son prof de sport. Donc, comme quand moi je vous fais mes vidéos sur des tueurs en série, c'est bien d'avoir un peu de contexte pour comprendre ce qui a mené le personnage, la personne, à commettre ces crimes. Donc là, cette partie-là était plutôt bénéfique puisque on apprend que à la base c'était quelqu'un d'assez doux. On apprend qu'il a été victime d'abus et de violences physiques, ce qui peut commencer à introduire le pourquoi du comment il a commis ces meurtres dans le futur. Dans le chapitre suivant, on a le premier avancement dans l'enquête, le raton laveur. Alors, pour préciser l'énigme, la phrase un peu énigmatique, la dernière phrase que Robert Sinclair Peters a prononcée, c'est « La vérité se cache sous les yeux fatigués du raton laveur ». Je crois quelque chose comme ça, je la connais plus par cœur et j'ai pas marqué la page, désolée. Donc c'est l'énigme en fait qui va pousser Mackenzie à chercher. Donc on apprend que le raton laveur est en fait le prof de sport de Peter, celui qui l'a supposément battu. Et on a également la découverte d'une photo où derrière le prof se trouve un soldat inconnu. Donc qui est cette personne? Pourquoi est-ce qu'il est derrière la photo avec le prof? On commence à rentrer dans l'enquête. Encore une fois, on est face à un comportement irresponsable de la part de Mackenzie. Elle va décider de rentrer par effraction dans le lycée. Elle se rend seule dans un bar, boit beaucoup et prend le volant. Et durant cette partie de elle est dans le bar toute seule, un peu bourrée, elle va sauvagement, assez vulgairement finalement, proposer une fellation au barman dans les toilettes qui va refuser et elle va s'énerver contre lui et partir et prendre le volant alors qu'elle a bu. Il y a une course poursuite
ce stade-là du roman, très honnêtement, je détestais le personnage principal, vraiment. Et je pense que c'est un sentiment qui m'a jamais quitté à travers le livre. Et je veux juste faire une petite pause pour vous expliquer ça. Ce n'est clairement pas un personnage principal, Mackenzie, ce n'est clairement pas le personnage auquel vous allez vous attacher. Et la plupart du temps, elle va vous saouler, vous allez la trouver too much, vous allez presque avoir envie de fermer le livre en disant non mais c'est pas possible en fait. C'est pas un anti-héros parce que c'est pas la vilaine de l'histoire, quoique c'est elle qui va mettre en danger tout le monde et se mettre en danger elle en fait bêtement par manque de jugeote parce elle est complètement déconnectée en fait. C'est simple, c'est où ça passe ou ça casse. J'ai toujours lu des livres où j'ai adoré les personnages principaux. Même si je me suis pas reconnue entre eux, j'arrivais à avoir une certaine tendresse pour eux finalement ou trouver quelque chose. Mackenzie, pas du tout. Je ne sais pas si c'était une ligne éditoriale qui était voulue. En tout cas, ça change du personnage tout mignon, tout gentil, qui dit jamais un mot de travers et qui se découvre vous avez un petit côté sauvage, on se dit you go girl ou you go boy. Ça change complètement. Honnêtement, c'est où ça passe ou ça casse. Je vous le dis, le personnage de Mackenzie est insupportable. Vraiment, vraiment insupportable. Alors après, est-ce que ça a été, vous savez, exagéré pour mettre en avant ces problèmes de bipolarité? C'est probable. Mais je trouve que c'était quand même risqué de créer un personnage qui est aussi frustrant, en fait, aussi agaçant. Surtout dans un premier roman. Et je dis premier parce que vous allez comprendre. Chapitre suivant, on a la visite d'une église dont Peters était membre, à savoir que Robert Peters était un homme d'église, voilà. Et rencontre du père Russell qui a connu et a travaillé beaucoup avec Peters. Asia et Mac poussent le père Russell à la confession un peu brutalement. Celui-ci leur demande de partir et se réfère à Asia par son nom de famille, mais là, les jeunes femmes ne se sont jamais présentées. Donc là, on a un petit mystère de... Elles n'ont jamais donné leur prénom. Comment est-ce que le vieux prêtre d'une église d'une petite ville connaît le nom de famille, non pas de Mackenzie, mais de Asia? Et on finit ce chapitre-là avec une aparté podcast. Nancy Palmers et Peters étaient amis, mais quand le mari de Nancy a gagné beaucoup d'argent, il l'a tué. Nancy Palmers étant une des victimes de Robert Sinclair Peters. Le chapitre 7, si je devais le résumer par une phrase, c'est Asia et Mac visitent l'ancienne maison de Peters et trouvent un indice. Voilà. Bref. Chapitre 8. On découvre qui est le soldat. Il est enterré au cimetière du village. Mac décide qu'elle, au pluriel, doivent s'y rendre, car elle est persuadée que les têtes sont cachées dans la tombe du soldat. Donc on a une petite profanation qui se glisse par là. Il y a une dispute entre Asia et Mac et Asia. Asia n'approuve pas la profanation et Mac lui reproche de ne pas lui faire confiance. Après, bon, c'est normal. Elle décide d'y aller seule et manque de se faire démasquer. Asia la rejoint et elle trouve un nouvel indice à l'endroit de la tombe. Ce ne sont pas les têtes. Retour au motel, leur chambre a été saccagée et le carnet de Mac a été volé. Carnet dans lequel elle notait tous les avancements de leur enquête pour pouvoir les raconter au podcast. Donc, pour une fois, on a enfin Asia qui va mettre un stop à Mac parce qu'elle aussi elle se laisse beaucoup marcher dessus et en fait Asia a eu Mac a comment on appelle ça, à l'ascendant sur Asia et ça aussi c'est une partie qui est très frustrante durant le roman. Bref. Chapitre 9. Les deux jeunes femmes se rendent de nouveau à l'église et remarquent la plaque remerciant les donneurs comporte le prénom de plusieurs victimes de Robert Peters. Donc un nouvel indice. Le prêtre qui les a vus rentrer les menace d'un fusil
menacées par 2 autres personnes. En sortant, elles interpellent le shérif du village, qui les aime pas, mais il est de mèche en fait avec les agresseurs, et il escorte les filles à leur motel pour qu'elles récupèrent les quelques affaires qu'elles ont, et ensuite à la bordure de la ville, et il va rendre son carnet à Mac, donc c'est lui qui a saccagé la chambre. Elles s'arrêtent dans un hôtel et vont décompresser au bar, donc elles sont défigurées, voilà, des bleus partout, probablement des côtes cassées, mais elles ont besoin d'un verre pour se soulager, voilà. Mac prend de la drogue avec un inconnu et les deux boivent beaucoup. Alors je vous décris la scène, genre vraiment. Elle rentre dans un bar, elle se fait jeter par un mec qui est avec un groupe d'amis, elle décide d'aller aux toilettes. Au moment où elle va rentrer dans les toilettes, le mec arrive, il discute vaguement avec, il pensait que Asia et Mac étaient en couple, elle lui dit pas du tout. Mais vraiment, il lui tend un sachet de cocaïne, il lui dit t'en veux? Elle dit oui. Ils rentrent tous les deux dans les toilettes et elle se coque le nez. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai juste fermé le livre et je l'ai laissé poser pendant quelques minutes parce que je me suis dit, elle m'énerve. Elle m'énerve. Elle a décidé elle a profané une tombe. Elle a décidé de retourner à l'église. Elles se sont fait vraiment, mais quand je vous dis elles se sont fait passer à tabac, elles se sont fait passer à tabac. Les deux ont les lèvres ouvertes, des bleus, des cocards, enfin c'est pas juste une claque. Dans le livre elles se sont fait démonter quoi. Elles vont dans un bar et commencent à boire, ça pourrait bien se passer. L'autre sortit de nulle part et prend de la drogue avec un inconnu. Et elle voilà, elle boit quoi, elle boit beaucoup. Franchement, c'est pas le personnage, jamais, je pense que jamais de moi-même j'aurais imaginé un personnage comme ça. Enfin, Mac va finir par s'excuser auprès d'Asia pour tout en fait. Et alors là, Asia, c'est un détail que j'ai pas précisé, Asia est homosexuelle, elle est lesbienne, elle a une copine. Elle s'excuse, Max s'excuse donc, retourne dans la chambre. Max s'excuse donc de son comportement et de l'avoir embarqué dans tout ça et d'avoir risqué sa vie. Elle accepte ses excuses. Et là, Mac tente de galocher Asia, sortie de nulle part encore une fois. Alors est-ce que c'est la drogue, est-ce que c'est l'alcool, est-ce que c'est le fait que c'est le genre de moment où t'es là. Non, en fait, non. Mais le souci que moi j'ai avec tout ça, petit aparté, c'est que, ou alors, je sais pas, j'étais pas dans le mood dès le début, mais je trouve qu'en fait, quasiment tous les éléments ont été mis en place pour qu'on déteste Mackenzie. Vraiment, parce que je connais peu de personnes et je suis sûre que peu de personnes en lisant ce livre soit là. Mackenzie, c'est le meilleur personnage principal. Il y a un charme à créer un personnage qui est quelque peu frustrant, voire par certains côtés détestable, parce qu'il faut qu'il reste humain, le personnage principal en soi. Mais là, vraiment, je comprends pas. Encore aujourd'hui, je comprends pas, parce que honnêtement, je déteste ce personnage principal là. Et j'étais même déçue qu'il n'y ait pas plus d'apparition de Asia ou d'autres personnes, parce qu'au bout d'un moment, là, à ce moment-là où elle essaie d'embrasser Asia, elle est gavante en fait. Voilà quoi. Dans le chapitre 10, on assiste à la descente aux affaires de Mackenzie. Monsieur Connor lui rend visite car il a pris l'attaque et accessoirement c'est lui qui finance tout quoi. Et s'inquiète pour elle, il va décider de l'aider et il va en fait de lui-même la mettre sur une piste. Mac reprend alors confiance et recommence à enquêter, mais Asia a besoin de plus de temps pour se remettre de toutes ses émotions en fait finalement. Chapitre 11. Mac interviewe un homme qui se révèle être l'amant de Mary O'Connor, donc la femme de Jonathan, et elle apprend
qu'elle a disparu le jour où ils avaient tous les deux prévu de s'enfuir ensemble à New York. Donc Marie et son amant. Elle découvre qui est la maîtresse / copine de Charles, parce qu'il est revenu dans l'équation, je ne sais pas pourquoi, et décide d'aller le voir. Elle lui donne un coup de poing et l'étrangle au sol avant d'avoir une révélation sur l'enquête et se casser. Est-ce que vous imaginez la scène? Alors oui, Charles a trompé, c'est pas bien, attention, je dis pas le contraire. Mais elle va chez lui, elle lui donne un coup de poing, elle le met au sol, elle l'étrangle en fait. Et là, éclair de génie, elle se part de l'appartement. Elle a quand même étranglé le gars au sol. Vous voyez pourquoi je vous dis que franchement les personnes qui lisent ce livre et qui adorent Mackenzie, faites-moi signe parce que elle est violente, elle ment, elle a aucune considération pour sa sécurité, mais surtout celle des autres. Elle met tout le monde dans la merde. Voilà. Chapitre 12. Max se rend chez Asia et lui explique ce qu'elle a trouvé. Les O'Connors n'étaient pas riches, en fait au contraire, ils croulaient sous les dettes. Donc ça ne colle pas avec le pattern de Robert Sinclair Peters qui tuait des femmes riches parce qu'elles étaient des femmes riches en fait pour se venger d'eux. On a vu plutôt sa mère qui a quitté son père pour un homme riche. Elle explique qu'elle pense que Jonathan O'Connors a tué sa femme par jalousie en imitant le décapiteur de Boston, a.k.a. Robert Peters. Asia n'est pas d'accord et essaye de raisonner Mackenzie pour qu'elle arrête l'enquête et reprenne ses médicaments. Elle n'en a rien à faire. Du coup, Asia démissionne. Et là franchement, je me suis dit, you go girl, démissionne, casse-toi loin d'elle, elle est toxique, manipulatrice. Vous vous êtes fait tabasser la tronche et l'autre elle continue à enquêter, genre you go girl, team Asia par ici. Je sais pas vous, mais moi team Asia 100%. Chapitre 16. Mackenzie confronte Jonathan O'Connors sur ses découvertes, mais la conversation se finit en dispute. En même temps, t'accuses quelqu'un d'avoir tué sa propre femme. Voilà. Elle tente de continuer à résoudre les coordonnées géographiques mais n'y parvient pas. Alors elle va poster l'énigme sur un forum de fans de Peters. Dans la soirée, elle appelle son père et lui avoue tout. Et il lui propose donc qu'elle vienne le rejoindre à Paris. La mère de Mackenzie est décédée. Son père vit à Paris. Jonathan l'appelle et s'excuse en lui donnant rendez-vous avec ses appareils d'enregistrement pour le lendemain. Dans le chapitre 14, Mackenzie se rend au rendez-vous, mais avant même de voir Jonathan, il fait une crise cardiaque. Un internaute anonyme arrive à déchiffrer les coordonnées et Max se prépare à partir. Diane O'Connors, la fille de Jonathan et Marie, arrive chez elle avec un policier, donc arrive chez Mackenzie, et lui apprend que Jonathan est décédé. Elle lui demande ce qu'elle a découvert sur son père. Mac lui raconte et Diane propose de l'aider pour enfin continuer et clôturer l'enquête. Donc elle reprend la partie donation, à savoir que Diane étant l'héritière, l'unique héritière de Jonathan, c'est elle qui devient l'une des PDG de la grande firme d'avocats à la place de son père. Détail important. Chapitre 15. Max se rend sur le lieu indiqué par GPS avec son chien. Voilà. Elle trouve une croix noire clouée à un arbre et un coffre en métal fermé par un cadenas. Soudain, elle marche sur un piège à loup. Elle est coincée, seule avec son chien, sans personne et sans réseau. Alors cette partie-là, vraiment... Voilà. Je trouve que c'est poussé encore. C'est... Bref. Chapitre 16. Asia s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Mackenzie quand elle lui apprend que leur studio a brûlé. Le studio d'enregistrement du podcast. Elle demande de l'aide à Charles et tous les deux se rendent à l'appartement vide
sauvée par Asia et Charles, donc elle est restée un jour et une nuit je crois, dans le froid sous la pluie. Elle se réveille à l'hôpital aux côtés de son ex-copain et de son ami du coup. Diane lui rend visite et accepte qu'elle laisse tomber l'enquête, enfin. Mais Asia lui apprend que dans le coffre en métal se trouvait la même photo, collissée, avec toujours le même message. Donc la vérité se trouve sous les yeux fatigués du raton laveur. Et il faut qu'elle retourne à Saint-Clément. Mais Mackenzie refuse. Inversement des rôles. Asia pense pouvoir mettre fin à l'enquête. Mackenzie refuse. En même temps, on peut la comprendre et on se dit, enfin, en fait, il était temps quoi. Charles raccompagne Mackenzie à l'appartement et tente un rapprochement, mais elle refuse. Elle prend conscience que Diane n'est peut-être pas la fille biologique de Jonathan et décide de la rencontrer pour lui raconter. Cette dernière lui apprend qu'elle savait déjà tout cela et qu'elle s'est fait justice elle-même. En effet, elle a empoisonné son père avant qu'il ne confesse tout à Mackenzie, parce que s'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de crime en quelque sorte, pour protéger la firme d'avocats et par la même occasion reprendre la place de son père. Donc Mackenzie avait raison, Jonathan O'Connor a bien tué sa femme, c'était un accident. En réalité, il l'a poussée et elle est tombée dans les escaliers, je crois, si je me souviens bien, et paniquée, sachant que le tueur de Boston courait partout, il l'a décapité et a déposé le corps dans un des endroits où on avait déjà retrouvé le corps d'une des victimes de Robert Sinclair Peters. Donc on apprend tout ça. Effectivement, Diane n'est pas la fille biologique de Jonathan, mais de l'amant de Marie. Donc voilà, ça se démêle un peu. Diane, du coup, elle a confessé en fait tout ça, mais elle menace Mackenzie. Et si elle décide de tout révéler lors de son podcast. Avant-dernier chapitre, les filles décident de retourner à Saint-Clément, donc la ville d'origine de Robert Peters, au lycée pour s'assurer qu'elles n'ont manqué aucun indice. Pendant des semaines, Diane a tout fait pour ruiner la réputation de Mackenzie, ce qui fonctionne, et lui mettre la police sur le dos pour qu'il pense qu'elle a elle-même mis feu à son studio pour l'argent de l'assurance. Mackenzie perd plein de followers sur ses réseaux sociaux parce que des articles dévoilant des mensonges, etc. sont parus. Elles attendent la nuit et rentrent par effraction au lycée. Ouais. Elle découvre que derrière la photo qui est accrochée au mur, il y a un trou dans lequel est cachée une étiquette d'un casier. Elle trouve les casiers au sous-sol des anciens casiers, mais sont interrompus par le policier qui était venu à l'appartement avec Diane, qui arrive avec une arme en fait. Asia s'enfuit et Mackenzie se cache dans le casier. En fait, ce casier possède un double fond dans lequel elle va entrer pour se cacher dans le noir et elle se rend compte en fait qu'elle est entourée de 6 crânes. C'est comme un hôtel voué au culte qui a été construit à cet endroit. Au moment où l'ancien policier s'apprête à démasquer Mackenzie, Asia débarque avec le shérif de la ville qui avait avoué ne pas vivre très loin du lycée. L'homme envoyé par Diane tire sur le shérif. Les filles se battent avec lui et s'enfuient mais les rattrapent. Le shérif abat l'homme engagé par Diane d'une balle. Chapitre 20 et dernier chapitre. Mackenzie recouvre sa réputation. Elle finit le podcast avec l'aide d'Asia, sans pour autant que cette dernière ait officiellement décidé de retravailler avec elle. Elle et Charles sont bons amis, on n'a pas de potentielle suite sur une relation ou un renouveau dans la relation. Diane fait l'objet d'une enquête, donc elle est destituée de son poste de PDG de la firme d'avocats. Mackenzie décide de se rendre en France pour voir son père et célébrer la sortie du premier épisode du podcast, quand soudain, dans l'avion, elle reçoit un message avant qu'il décolle. Le message vient de l'internaute anonyme qui avait décrypté les coordonnées. Il lui avait demandé un paiement en fait pour ça et avec tout ce qui s'est passé, elle n'a pas fait le paiement, donc il lui réclame l'argent promis.
Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé dans la globalité de ce roman? Et bah j'ai été déçue. Voilà, je vais vous le dire très clairement, j'ai été déçue. D'une, je considère que c'est une bonne chose, mais aussi une mauvaise chose d'avoir créé un personnage vraiment que moi j'ai trouvé détestable. Encore une fois, peut-être que vous, si vous lisez le livre, vous allez l'adorer. Moi, j'ai vraiment trouvé infâme, en fait, ce personnage principal. C'est décourageant dans certaines situations parce qu'on a vraiment envie de fermer le livre en disant là c'est trop, en fait c'est conneries sur conneries, mise en danger sur mise en danger, bêtise sur bêtise, et c'est exaspérant en fait, tout simplement. C'est une bonne chose parce que c'est pas quelque chose de commun, c'est une mauvaise chose parce que plus d'une fois, voilà, on a envie de fermer le livre et dire c'est bon, on s'y retrouve pas en fait, on retrouve rien, on se projette pas sur le personnage principal et je trouve ça dommage. Je trouve que le tueur en série, Robert Sinclair Peters, n'est pas du tout assez bien mis en avant ou même assez présent. On apprend des petits bouts de sa vie, un peu par là, comment est-ce qu'il a tué ses victimes, mais c'est tout. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas vraiment créé plus, qu'on ne lui ait pas vraiment créé toute une vraie histoire avec un vrai profond sens, parce que finalement on sait que c'est un homme d'église, sa mère a quitté son père pour un homme plus riche, donc il tue des femmes riches qu'il rencontre à l'église. Voilà, on sait même pas si ce sont des femmes qui ont commis, qui ont commis quelque chose qui aurait pu l'offenser. L'une d'elles était son amie, mais parce que le mari a gagné une grosse somme d'argent, il l'a tué. Il manque trop de contenu sur le tueur en série et je trouve ça dommage parce que c'est ces meurtres en fait qu'on enquête. Voilà. Autre chose, les indices et la façon dont elle découvre les choses, c'est trop tombé du ciel. En fait, moi j'ai pas vu le côté enquête, j'ai vu le côté fouineuse, fouille merde, c'est vulgaire mais vous voyez ce que je veux dire. Ce côté là, oui, intrusif, mais le côté enquête, pas du tout. En fait, pas du tout. Le fait que encore une fois c'est pareil, Jonathan O'Connor, elle le rencontre dans un restaurant. En 2 mots, elle obtient rendez-vous. Durant le rendez-vous, en 4 lignes, elle obtient la subvention de ce podcast pour que finalement on apprenne que Mary O'Connor, l'une des supposées victimes de Robert Peters, en fait, c'est son mari qui l'a tué. La logique de pourquoi est-ce que le mari subventionne avec une grosse somme d'argent l'enquête de la nana qui risque de le démasquer, ça n'a absolument aucun rapport, vraiment. Pareil, l'histoire avec Charles, elle n'aurait pas été présente, ça n'aurait rien changé à l'histoire. Potentiellement le fait qu'elle décide d'arrêter ses médicaments, mais je pense que même avec ses médicaments, dès le début elle prend les médicaments au début du livre et on voit qu'elle a quand même des comportements impulsifs, égocentrés, donc ça n'aurait rien changé. Je pense que c'était peut-être pour apporter un peu de profondeur au personnage, mais qui finalement est inutile. C'est un livre pour adultes, donc il y a mention de meurtre, d'alcool, de drogue, de sexe. Donc ça c'est pas le côté choquant, mais encore une fois je vois pas en quoi c'est utile à l'histoire. On parle quand même sur une jeune femme qui est connue et qui possède un podcast de true crime populaire et qui décide d'enquêter sur Robert Sinclair, donc un tueur en série qui découpait les têtes de ses victimes, qui les aurait cachées. Donc petite chasse au trésor, enquête pour savoir, pour pouvoir les retrouver. Tout ça avec un podcast à la clé, un sujet assez tendance, assez voilà, de fausses pistes en indice, donc des fois, je sais pas comment vous dire, mais le truc était clean de base en fait, et c'est indiqué. On part sur une enquête
je vous assure que l'aspect enquête, vous le perdez. Les indices lui tombent tout cuit quand elles vont dans une maison, dans la maison de Robert Peters. Elle fouille, elle cherche, elle trouve rien. Asia ou Mackenzie, je sais plus, voit des petits chatons, en fait une portée de chatons qui s'est installée dans la maison insalubre. Et l'un des chatons fait pipi. Mackenzie se rend compte que l'urine passe entre les planches du parquet. Si vous avez déjà vu du parquet, surtout du vieux parquet, vous savez que voilà. Elle se dit tiens, et si je soulevais cette latte là sur toutes les lattes de la maison, cette latte là, et pouf, elle trouve une petite boîte avec un indice dedans. Honnêtement, c'est pas un livre que je vais relire, ça c'est sûr. La fin avec un plot twist de finalement peut-être que le suicide de sa mère n'en était pas un. C'est super mal amené, c'est fait en 2 lignes et demie. Il n'y a rien, en fait il y a aucun contexte. On part de quelqu'un qui décrypte des coordonnées, il demande de l'argent qui lui est dû finalement parce qu'il lui a promis des sous. Et en 2 lignes, c'est si tu veux des informations sur les vraies raisons du suicide de ta mère, tu me donnes 5000 $. Et le livre s'arrête là. Le livre s'arrête sur le test de l'air qui dit à Mackenzie il faut couper votre téléphone, on va décoller. Point final. Donc, ça introduit une suite, certes, mais je trouve ça super mal amené. Et je vais être honnête avec vous. Si effectivement il y a une suite qui est en préparation, je ne l'achèterai pas. Parce que... alors, est-ce que mon jugement est biaisé parce que j'adore autant Agatha Christie, c'est probable. Mais... non, ce livre m'a vraiment pas convaincue. Je ne le relirai pas. Et c'est dommage parce que le script de départ donnait vraiment super envie. En comparaison, j'ai regardé, je crois à peu près en même temps que j'ai lu le livre ou après, je sais plus, la série Only Murder in the Building qui est disponible sur Disney+. Il y a Selena Gomez qui joue dedans. J'ai préféré en fait cette série là que le livre, pas seulement parce que c'est une série, ça c'est un livre, etc., mais parce que toute l'enquête est rondement menée. Là, je suis désolée, mais pour moi il n'y a pas d'enquête dans ce livre. Il n'y a pas de ils interviewent 2-3 personnes, mais ça leur tombe vraiment, les personnes leur tombent du ciel, quoi, les indices leur tombent du ciel, tout leur tombe du ciel. Elles se mettent en danger, on est d'accord, mais il y a toujours un truc qui fait qu'on se dit mais non, là c'est trop. Elle va là où ont été les coordonnées mènent. Elle trouve le coffre en métal en fait. Elle fait un pas en arrière, elle a le pied coincé dans un piège à loup. Elle profane une tombe, elle manque de se faire choper, elle court dans le cimetière pour se cacher. Elle tombe dans une tombe, vous savez, creux de tombe, et elle se fait mal à la cheville. On sait, et le truc c'est que cette hostilité de la part des personnes qui habitent à Saint-Clément, ils sont là, oui, vous êtes des fouilles merdes, quoi, vous venez vous faire de l'argent sur un drame qui s'est passé dans la ville. Elles se font tabasser, aucune justice. Et puis elles vont pas dans un hôpital, elles s'arrêtent dans un hôtel, elles vont dans un bar et puis l'hôtesse sniffe de la coke comme ça d'un inconnu, sorti de nulle part. J'ai pas aimé, honnêtement. J'ai été déçue, vraiment déçue, parce qu'encore une fois, je connais Victoria, je connais son travail sur YouTube, j'ai lu ces 2 livres, gardez l'œil ouvert, ces 2 tomes, que je relirai avec plaisir, même s'ils ont des petits défauts, ce qui est normal. Ce livre, ce roman-là, non, pour le coup, non. Petit point bonus pour les références. Alors, je sais pas si on peut appeler ça culture pop parce que ça reste des tueurs en série, mais il y a des références
assez chouette parce qu'on dit ah, j'ai la référence, ça nous permet de, si vous avez vu les vidéos, vous connaissez le tueur en série en question, vous dites ah, je comprends du coup pourquoi cette référence. Et de toute façon il y a des petits astérix qui, voilà, qui aident à passer la pilule. Mais sinon honnêtement le personnage est détestable, il n'y a pas d'enquête, il y a une relation qui se termine, tout qui lui tombe tout cuit dans la main, donc en même temps c'est normal qu'il n'y ait pas d'enquête du coup. Sexe, drogue, mise en danger, décisions stupides qui mènent à des situations, enfin c'est... Voilà. Alors encore une fois, est-ce que je suis matrixée par Agatha Christie? C'est probable, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté récemment mon premier livre de Mary Higgins Clark qui écrit des romans policiers. Je vais le lire, ça fera sûrement partie d'un prochain j'ai testé pour vous, pour voir si mon jugement est vraiment biaisé parce que j'ai trop lu Agatha Christie, ou voir si dans le même style je lis un autre auteur, une autre écrivaine, une autre histoire, une autre façon de développer les personnages, etc. Si mon jugement reste biaisé ou si j'arrive à apprécier d'autres romans policiers slash true crime. Voilà, écoutez, cette vidéo doit être tellement longue. Je sais pas combien de temps on va faire au montage, mais ça doit faire... Attendez, je regarde. Ça fait 58 minutes que je tourne. J'ai la voix et la gorge tellement sèche, je sais pas si ça s'entend. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, que j'ai aimé ou non ce livre, vous êtes libre de l'acheter, de vous faire votre propre avis. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire si on se retrouve en termes d'analyse. Et même si votre avis est complètement différent du mien, il y a